Bonjour Général Michel Yakovlev. Bonjour. Merci infiniment d'être notre invité ce matin. Je le rappelle, vous êtes ancien vice-chef d'état-major du SHAPE de l'OTAN. D'abord, évidemment, ces questions autour de cette contre-offensive tant attendue ukrainienne. Est-ce que, selon vous, elle patine ? Elle a du mal à se mettre en place, avec notamment en écho les propos du président ukrainien Zelensky ces derniers jours, qui le reconnaît lui-même. Oui, clairement, ils ont des difficultés. Comme vous le savez, sur ce plateau, depuis des mois, je dis que j'étais sceptique sur la contre-offensive, parce que j'étais pas convaincu qu'ils avaient le surcroît de moyens leur permettant de se dire, presque à coup sûr, ça va passer. Même avec les alliés, même avec la livraison de munitions, d'armes. Oui, et puis on ne savait pas combien de munitions ils avaient, puis je ne vais pas le savoir, si j'ose dire, donc on ne me le dirait pas. Mais je me disais, je ne suis pas sûr. Alors, en revanche, je me disais, s'ils se lancent, c'est parce qu'ils estiment eux-mêmes qu'ils ont des chances raisonnables de réussir. Et j'espère qu'ils se sont lancés sur leur propre appréciation et pas sous pression des Occidentaux. On était tous là à dire « alors on y va, alors on y va ». Pour leur donner des gages, peut-être ? Pour donner des gages. J'espère qu'on ne les a pas, nous, poussés à la faute, en réalité, au sens de prendre un risque, entre guillemets, inconsidéré. Dans un entretien à la BBC, Zelensky a ces mots: certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un film hollywoodien et attendent des résultats immédiats. Ce n'est pas le cas. Et le Premier ministre ukrainien, hier, parce que Zelensky c'était mercredi à la BBC, il y a tellement de champs de mines que cela ralentit beaucoup l'avancée. Comment comprendre, sur le terrain dont on sait partiellement des éléments, mais dont on ne connaît pas tout non plus, comprendre que finalement cela s'enlise ou ça ne va pas forcément aussi vite qu'attendu. Les Russes ont eu du temps et des moyens pour construire des lignes successives, tout ça pour empêtrer l'attaque. En plus de ça, les champs de mines, on utilise les champs de mines pas seulement parce que ça peut exploser, etc. On utilise les champs de mines pour forcer l'adversaire, l'assaillant, à monter une manœuvre pour les passer et à à rester immobile, si j'ose dire, pendant qu'ils travaillent. C'est un chantier, un champ de mine. Pendant le chantier, on bombarde. C'est ce qu'on appelle valoriser le champ de mine. Oui. On tire dessus à la mitrailleuse lourde et on bombarde à l'artillerie. C'est la stratégie aujourd'hui adoptée par les Russes. De tout temps. Depuis qu'on a créé la notion de champ de mine, si vous voulez. C'est fait pour ralentir l'adversaire, le forcer à se concentrer, parce qu'il faut amener plusieurs moyens différents, et le rendre vulnérable et donc tirer dessus. Donc les Russes le font, et les Ukrainiens l'avaient fait avant. Mais ce qui est en train de se dérouler, selon vous, votre vision, votre regard, est-ce que cela pose question sur la tactique aujourd'hui retenue, la stratégie retenue par les Ukrainiens? Sur la tactique, non, parce que c'est la technique en l'occurrence. On n'a pas le choix. Pour passer un champ de mine, voilà quoi. Alors il y a d'autres techniques. Les Iraniens avaient lancé les jeunes hommes à travers les champs de mines irakiens. L'idée étant que la première vague faisait exploser les mines pour la deuxième. Vous voyez. Bon, les Ukrainiens, ils en sont pas là quand même. Et puis il faut quand même pas mal de véhicules pour le faire. Donc de toute façon, ça allait commencer comme ça. Parce que ça a été très rapidement. Il y a eu environ une centaine de kilomètres carrés repris en quelques jours. Et puis, depuis quelques jours, justement, selon les analystes militaires, les Ukrainiens n'auraient reconquis que 15 kilomètres carrés supplémentaires. Donc des chiffres, là aussi, qui posent question. Oui, mais moi, je ne compte pas en données kilométriques. Parce qu'il est trop tôt, parce que... Alors, d'une part, parce qu'il est trop tôt. Et ensuite, c'est le principe. C'est de pénétrer dans la ligne de défense et de la percer. C'est-à-dire que de vous trouver un espace par lequel vous pouvez passer. C'est pas beaucoup de kilomètres. En fait, en réalité, il vous suffit d'une voie de 5 mètres de large, de 30 km de profondeur pour être sûr d'être sur les arrières de l'adversaire. C'est pas beaucoup de kilomètres carrés, ça. Ouais. Donc là, ce que j'espère, c'est que les Ukrainiens ne tomberont pas dans le piège des Russes. La conquête, la reconquête ou la libération kilomètre carré après kilomètre carré, ad vitam aeternam, ça va leur coûter, ils ne peuvent pas se le permettre de toute façon. D'autant qu'on apprend que, et on y reviendra au cours de cet entretien, mais qu'une armée de réserve est en train de se préparer du côté russe avec des millions de munitions et des hommes à nouveau mobilisés, là aussi, d'une armée que l'on disait finalement à défaut et puis qui est en train de se reconstituer et dont la stratégie semble payante ces dernières heures et jours. Ils sont en train de reconstituer une armée de réserve. C'est quand même la moindre des choses. Ça fait 18 mois qu'ils y sont quand même. Bien sûr. Ils ont des problèmes de main-d'œuvre, ils ont des problèmes de matériel. Ça sera pas... elle sera utile. Ça sera une réserve, je suppose, en arrière du front. Ce qui fait que les Ukrainiens, en fait, je pense qu'il va y avoir un moment où
se posera la question de est-ce que je suis assez près de casser la porte pour engager la masse qu'on n'a pas encore vue. S'ils ne sont pas assez près de casser la porte, à ce moment-là, ils ont intérêt à arrêter. Carrément. Carrément. Vous dites aujourd'hui... Oui. Si vous n'arrivez pas à casser la porte, arrêtez de taper. Mais est-ce que vous pensez que dans l'entourage du président, dans les chefs de guerre qui l'entourent, ce type de réflexion est prononcé et fait partie des discussions? Sûrement. Jusqu'à présent, les Ukrainiens, la haute sphère ukrainienne, elle semble tenir un discours de vérité et réaliste. Ces gens-là sont réalistes. Donc, on ne va pas brûler notre corps de bataille, le taper contre les murs jusqu'à qu'il disparaisse, pendant que l'autre est en train de se faire une réserve. Donc autant garder, nous, une réserve. Réaliste, est-ce que le président russe l'est autant? En tout cas, ça lui donne du grain à moudre, ce qui est en train de se passer ces dernières heures. Il a notamment déclaré que la contre-offensive ukrainienne n'a aucune chance de réussir. Léopard, les blindés sur eau français, les chars américains brûlent de bon cœur. Est-ce que c'est de la simple communication de la part de Moscou et du Kremlin, comme il en a l'habitude, ou il y a une réalité aujourd'hui à ce type de déclaration? La réalité, c'est que dans une offensive, et avant d'avoir réussi la percée, vous subissez des pertes. Vous êtes l'assaillant, vous subissez des pertes conséquentes. Voilà, c'est une taxe à payer, si j'ose dire. Après, il y a beaucoup moins de pertes une fois que vous êtes à l'arrière et que ça cavalcade, si j'ose dire. On n'en est pas là. Est-ce qu'on y sera? Peut-être. Et si on n'y est pas, autant s'arrêter. Selon certains militaires occidentaux, même s'ils assurent avoir toute la confiance dans la capacité des Ukrainiens à reconquérir leur territoire, certains émettent quand même quelques réserves. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, les Ukrainiens sont arrivés à leur point culminant? Certains affirment qu'ils jouent leur va-tout cet été, c'est-à-dire ces prochaines semaines. Justement, le point culminant, c'est le bon mot. Et il ne faut pas qu'ils jouent leur va-tout. On a toujours dit, leur armée, leur masse de manœuvre qu'ils avaient constituée, c'est un fusil à un coup. Si vous n'avez pas réussi à flinguer le tigre la première fois, gardez une cartouche. Gardez une cartouche, en effet. Ce qui interroge aussi ce qui est en train de se dérouler concrètement sur le terrain. Votre regard intéresse aussi sur un effort principal qui pourrait peut-être consister déjà dans cette frappe ukrainienne qui a touché le pont de Tchangar reliant la Crimée à la région de Kherson. La Crimée, déjà, c'est une obsession ukrainienne aujourd'hui? Oui, c'est une obsession pour tout le monde, pour les Russes, pour les Ukrainiens, pour nous, les Occidentaux, puisque le test réel, c'est la Crimée. Oui. Oui, une obsession. Une obsession. Est-ce que vraiment aujourd'hui, ce pont-là pourrait déstabiliser ce qui est en train de se dérouler en Crimée, qui ravitaille finalement les forces russes sur le terrain? Ça pourrait être un premier handicap aujourd'hui pour les Russes? C'est sûrement handicapant pour les Russes. Maintenant, ils ont des stocks à terre de tous les côtés. Donc avant qu'ils aient consommé ce sur quoi ils sont assis, il y a le temps de voir, si vous voulez. Oui. Donc quand on frappe dans la profondeur comme ça, on empêche la logistique des 20 ou 30 prochains jours. Ça sert, on rappelle à nos téléspectateurs, aujourd'hui, de base logistique aux forces russes déployées dans le sud du pays. Oui. C'est un point essentiel, très important. Ces frappes pourraient marquer le début d'autre chose pour vous? Peut-être. Peut-être. En toute hypothèse, les Ukrainiens ont intérêt à compliquer le travail des gens d'en face. Quel que soit vous coupez des ponts, vous bombardez des routes, tout, il y a plus de viscosité dans les mouvements de troupes, les renforcements et la logistique. Oui, à l'arrivée sur la ligne de front, le système est moins efficace, il va tirer moins d'obus, vous subirez moins de pertes. Une Crimée donc que les Russes pourraient perdre, restons vraiment au conditionnel. En tout cas, Prigojine semble lui en être convaincu. Encore une fois, il a donné de la voix, toujours très en colère. À quel jeu joue-t-il aujourd'hui, le patron de la milice Wagner, en tenant de tels propos? Bon, je ne revendique pas de grandes compétences dans la politique intérieure russe. Je suppose, alors j'entends les commentateurs qui disent qu'il se positionne pour la suite. Je vous l'avais bien dit. Je pense qu'il est plus dans le discours. Je vous l'avais bien dit. Je n'ai pas été écouté. Donc je suppose qu'il est en train de construire sa légitimité
pour la suite. Mais c'est des questions qu'on a déjà pu se poser, mais malgré tout, au rythme où vont ces déclarations, à chaque fois toujours un peu plus loin, très dures vis-à-vis du Kremlin, de la personne de Vladimir Poutine, comment reste-t-il encore en place? Alors très dur, c'est de façon oblique. Hein. Oui, à chaque fois, c'est par des biais. Il n'est pas suicidaire non plus. Mais ça entretient une petite musique. Et je lis de plus en plus de commentateurs et des gens qui, eux, sont des spécialistes de la Russie, ce que je ne suis pas, qui disent que le régime est en train de se dissoudre de l'intérieur. C'est ce que j'appelle l'ukrainium, moi. Poutine a avalé une grosse dose d'ukrainium le 24 février 2022. C'est un poison qui ronge ses viscères, et, au sens figuré du terme. Bien sûr. Et le régime Poutine est en décomposition. Et donc, Prigoujine, c'est quelqu'un qui aime l'odeur de la viande pourrie et il la sent. En décomposition, mais malgré tout, pardonnez-moi, j'y reviens, mais certains spécialistes disent qu'aujourd'hui, le dispositif défensif mis en place par Moscou reste malgré tout renforcé. Il s'est considérablement renforcé ces derniers mois. Ils ont renforcé leur position. Une espèce de lecture un peu finalement inverse de ce qu'on avait pu décrire au début de la guerre, au milieu de la guerre. Comment comprendre et analyser finalement ce relèvement, même si du côté russe n'a jamais été analysé de la sorte? Alors, ils sont, heureusement pour eux, si je veux dire, leur performance a quand même commencé à s'améliorer, il était temps. Et puis, le fait d'avoir beaucoup de soldats sur le front, ça se paye. Et puis, ils ont du très bon matériel de terrassement, de terrain, pour creuser des tranchées. Et le sol s'y prête très bien. Mais pardonnez-moi, si on se remet quelques mois en arrière, du très bon matériel. Le très bon matériel, justement, était mis en cause aux premiers mois, premières semaines de la guerre, où on dénonçait les soldats eux-mêmes, disaient qu'ils avaient du matériel obsolète, des systèmes de communication qui ne fonctionnaient pas. Est-ce que là aussi, il a été renouvelé et alors là, je parle du matériel d'aménagement de terrain. D'accord, qui ont permis de creuser des tranchées. Les trucs qui creusent des tranchées en continu, un matériel comme le BAT-M, ils ont des matériels dont nos sapeurs, les gens de l'arme du génie, ceux qui font ce genre d'opération, rêvent dans le monde occidental. On n'a jamais acheté cette collection c'est un peu le concours Lépine de l'aménagement du théâtre. Les Russes, il faut le reconnaître, enfin déjà du temps des Soviétiques, ils avaient ça. Alors l'armée russe s'améliore et tout. Fondamentalement, c'est le régime, le poisson pourri par la tête, comme disent les Chinois, et c'est le régime qui tombera avant son armée. Ça vous en êtes convaincu aujourd'hui? Oui, je pense que la logique actuelle, enfin depuis le début, à terme, c'est l'effondrement du régime. Mais par exemple, la question de la Crimée se réglera pas par la conquête ou la reconquête. Ça se réglera dans une conférence. Dans une conférence, mais à échéance. Ah oui, à échéance très lointaine. Et il y aura beaucoup de sang d'ici là, oui. Je ne suis pas en train de dire ça après-demain. D'un autre côté, un régime, quand il s'effondre, c'est très brutal. Et tout le monde est étonné. Ceausescu, 2 jours avant, on ne le voyait pas dans la situation du pendu. Général Yakovlev, j'aimerais vous interroger sur la technique des drones ukrainiens. Cette nouvel appareil, pardonnez-moi, mis en place visiblement par les Ukrainiens eux-mêmes, appareil 100% donc ukrainien, un nouveau drone capable de frapper des cibles à plus de 1000 km. Est-ce que là aussi, cela peut changer la donne? Parce qu'on le rappelle, les limites des Occidentaux à la livraison de matériel, il ne s'agissait de ne pas frapper le territoire russe. Est-ce que là aussi, vous y voyez un tournant dans l'évolution de ce conflit? Non, c'est pas un drone, c'est pas une balle en or qui va faire basculer la guerre. L'intérêt premier de ces armes, je suppose qu'ils s'en serviront contre les bases aériennes qu'ils ont déjà attaquées, comme la base d'Engels, à partir desquelles décollent les avions qui larguent les missiles qui leur pourrissent les nuits. Et leur cassent des bâtiments. Donc, je pense qu'ils vont plutôt s'en servir pour repousser un peu l'armée de l'air russe un peu plus loin pour lui compliquer la vie. Donc, on va compliquer la vie des gens qui larguent des missiles. C'est pas en soi un tournant de la guerre. Un même drone qui peut transporter une ogive de 75 kilos selon l'agence de presse ukrainienne. Vous restez malgré tout très mesuré quant à l'usage de ce type d'appareil. C'est pas beaucoup parce qu'avec 75 kilos, si vous tapez dans un bâtiment, ça va quand même l'ébranler, d'accord. Mais par exemple sur une piste, si vous voulez flinguer des avions et que les avions sont tous protégés par ce qu'on appelle des merlons, vous savez, un mur de ça.
bah, il faut tomber dans le merlon. Vous flinguerez un avion à la fois. Une énorme précision. Il faut déjà être précis, et puis il faut se dire que les effets seront limités. 75 kilos d'explosifs sur une surface plate comme la main sur des kilomètres, c'est ça une base aérienne. Ça fait un effet de souffle, oui, ça va. Mais donc, c'est pas en flinguant 2 avions qui vont changer la guerre. Au moment où l'on parle, général, on apprend que 13 missiles de croisière russes ont été interceptés dans la nuit par les Ukrainiens. Là encore, cela démontre quelque chose, selon vous, que le système fonctionne pour vous du côté des Ukrainiens. Il y a une forme d'efficacité. Oui, alors les systèmes, maintenant, pour l'essentiel, donnés par les Occidentaux, sont très bons. Et en même temps, le calcul économique est en faveur des Russes. Parce que les Russes lancent des missiles à pas cher, qu'on intercepte avec des missiles qu'on fabrique lentement, difficilement. Quand vous dites à pas cher, c'est-à-dire que la technologie non plus n'y est pas ? Le calibre, par exemple, le missile de croisière qu'ils ont beaucoup utilisé, ils sont arrivés au bout du stock, donc maintenant ils tirent au rythme de la reconstitution du stock. Donc, c'est plus les grandes dégelées d'avant. C'est une arme qu'on sait intercepter. C'est une bonne arme. Elle nous a beaucoup impressionnés. Maintenant, on sait l'intercepter. Donc, on a la domination technologique. Mais le calcul économique reste en faveur des Russes. Qui en ont ? Un calibre coûte 10 fois moins cher que le missile qui va l'intercepter. Et ça, cette balance n'est pas prête de s'inverser. Ah non, ça ne s'inversera pas, non. Ce matin, et l'information de ces dernières 24 heures aussi très importante, c'est cette déclaration de Volodymyr Zelensky, ce qui semble très inquiet, qui a enregistré une vidéo dans laquelle il déclare qu'une attaque est en préparation, impliquant un dégagement de rayonnement dans la centrale de Zaporijjia. Mensonge selon les Russes, renvoi de balles comme finalement à chaque fois. Pensez-vous que Volodymyr Zelensky dit vrai sur ce qui est en train de se dérouler dans la centrale de Zaporijjia, on le rappelle, le plus grand complexe nucléaire d'Europe ? Oui, je pense qu'il dit vrai, tout simplement parce que la dernière fois qu'il a dit quelque chose, les Russes l'ont accusé de mentir et le barrage de Kharkovka a explosé. Vous voyez, donc là, si Zelensky dit qu'il prépare un truc, jusqu'à présent, les dénégations russes sont une preuve que c'est exactement ce qu'ils ont prévu de faire. Le patron de l'AIEA se rend sur place ce vendredi. Est-ce que, là encore, s'il devait se passer quelque chose de grave dans la centrale de Zaporijjia, ça serait un point de rupture, notamment pour les alliés de l'OTAN ? Alors le patron de l'AIEA, ils ont fait plusieurs visites, ils ont démontré la militarisation du site et ils ne l'ont pas dénoncé en réalité. Et donc ça fait depuis le début que même les images officielles russes montraient du matériel militaire dans l'enceinte, que les Russes daignent plus ou moins, et l'AIEA visite le site. Oui, pour être précis, pardonnez-moi, j'ai dit une erreur. Il ne se rend pas aujourd'hui à Zaporijjia, mais à Moscou, d'ailleurs. Et il s'est rendu précédemment dans la centrale. Voilà, et les Russes, je ne sais pas, ils les mènent en bateau. En tout cas, l'AIEA n'est pas allé... Alors, elle dira, nous, on est neutre ou impartiaux, je ne sais pas quel mot, on ne peut pas se permettre, vous voyez ce que je veux dire. Bon, la vérité objective, c'est qu'il y a du matériel russe plein la centrale, qu'il y a sans doute des explosifs. Il serait quand même bon qu'ils le voient et qu'ils le disent. Jusqu'à présent, ils y vont. Mais est-ce que si cela a été prouvé, des remontées seront faites, notamment par Raphaël Grossi, quelles conséquences pour les alliés aujourd'hui qui se refusent à intervenir sur le sol ukrainien ? Alors on intervient indirectement en fournissant du matériel. S'il y a un accident nucléaire de grande ampleur, effectivement, je pense que c'est de nature à changer l'équation pour un certain nombre de pays de l'OTAN. Et je vous sens grave en le disant. Oui, parce que cette guerre peut changer de dimension. Je pense que c'est ça, ce que cherche à obtenir Zelensky, c'est qu'on ne change pas de dimension. Donc à force de dire aux Russes, ne faites pas cette connerie-là, peut-être qu'ils arrêteront de faire les cons, au moins sur ce point-là. Pardonnez-moi l'expression. Mais j'entends votre vocabulaire, mais j'entends votre gravité aussi sur le sujet ce matin. Ne changez pas la nature du conflit. Si vous pourrissez la zone nucléairement, enfin, etc., et si pour l'avenir il y a une zone d'exclusion comme autour de Tchernobyl, vous voyez, si vous refaites un Tchernobyl... ça change la nature du conflit. Et là, je pense qu'il y a un certain nombre de pays de l'Alliance qui sont dans le mode ça, c'est de nature à
à nous pousser à intervenir différemment. Alors pas à envoyer des divisions blindées, hein, mais on fera autre chose. La guerre peut changer de nature, oui. Elle pourrait changer de nature, pas envoyer des blindés, pas envoyer des hommes, mais qu'est-ce que vous envisagez ? Par exemple, la couverture aérienne. Dire, on ne baserait pas nos avions en Ukraine, mais on dirait, à partir de maintenant, vous considérez que l'espace ukrainien est fermé. Et ça pourrait être l'une des conséquences immédiates on peut le faire très rapidement. Et ça peut changer la guerre sur le terrain. C'est pas ce que j'appelle de mes voeux, mais il va falloir que, quand Zelensky dit ça, il prévient Poutine de ne pas faire ça, quand même, c'est la moindre des choses. Soyons encore humains. Bon, on est encore entre êtres humains, enfin, encore qu'il y a un doute. Et puis la deuxième chose, c'est vis-à-vis des alliés, c'est vous avez prévu quoi ? Après une horreur pareille, vous avez prévu quoi ? Vladimir Poutine, dont le président de la République a à l'instant parlé, et il a dit que si Poutine l'appelait, il prendrait son téléphone et il lui répondrait. Mais maintenant, ce n'est pas programmé à l'ordre du jour. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, Général. Je vous le rappelle, ce soir, interview exclusive du chancelier Olaf Scholz à 20h30. Ce sera avec Darius Rochebin. Passez une très belle journée. Tout de suite, c'est votre météo Ange. Et puis ensuite, le temps de l'info avec Elisabeth Martichoux.